les années 80, je pense me souvenir m'être déplacé dans un environnement champêtre où je tenais absolument à représenter la vie paysanne, la figure humaine, la vie à la campagne, vous voyez? Oui, c'est ça, la vie à la campagne. Durant cette période, la condition paysanne devint pour moi un des thèmes principaux, pour ne pas dire obsessionnels. Je me suis mis à peindre les mangeurs de pommes de terre, le semeur, le vieux clocher gothique et son cimetière intitulé « Le cimetière des paysans ». Plus tard, je fus également inspiré par les chaumières, puis par les nichés, symbole de la vie des habitants, étroitement liés à la nature et aux animaux. Enfin, je me décidai à descendre un peu plus tard dans le sud et me retrouvai à Arles et aux Saintes-Maries de la Mer, où j'exécutais des tableaux et des dessins représentant les mâts provençaux aux façades crépies et aux tuiles rouges. Encore une citation. « Le cœur de l'homme est comme la mer. Il a ses tempêtes, ses marées, et dans ses profondeurs, il a aussi ses perles. » Ma famille, en 1885, mon père décède d'une crise cardiaque. Paix à son âme. Ma maman, Anna Cornelia Corbentus, celle qui m'a initié au dessin, à la peinture et à la lecture, celle qui est restée en Hollande toute sa vie, celle qui a tout simplement élevé ses 6 enfants, mais a ignoré l'appel au secours de son fils. Celle-là même est décédée de sa belle mort en 1907. Mais avant cela, je me souviens encore me passionner pour la découverte picturale du portrait. Dans un de mes nombreux courriers, je le raconte à ma sœur Wilmienne, qu'on appelait Will, la seule artiste féminine à me comprendre. Une femme, comment la décrire? Très avant-gardiste et pionnière du féminisme. En fait, je réalise que j'ai 3 sœurs et 2 frères. Oui, c'est ça. La seconde se nommait Elisabeth. Elle était également une artiste à sa manière. Ouais. Plutôt discrète, poétesse, je dirais. Oui, discrète poétesse. Ouais, c'est ça. Quant à la 3e, Anna la pauvre, la vie ne lui aura pas donné beaucoup de chance, car elle passera plus de 40 ans dans un asile psychiatrique. 40 ans. Hein? Qu'est-ce que tu as dit, Gaston? Que je me trompe? Non. Non, je ne me trompe pas. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. C'est vrai que certains disent que c'était plutôt Will qui fut interné et pas Anne. Mais je dois confondre. Ça se peut que je confonde. Finalement, je ne sais pas et je ne sais plus. Ça m'est égal. Je commence à confondre tout. Ça m'est égal. Les semaines qui suivront cette cohabitation... Ah non, c'est pas ça. J'étais trop loin, là. Elle colle, hein? Elle colle les pages, là. Il semblerait que la vente de mes premières toiles aurait servi à payer le long séjour de ma sœur dans ce centre jusqu'en 1941, date de sa mort. Par contre, j'ai 2 frères. J'aurais pas grand-chose à dire à leur sujet, si ce n'est que le plus jeune, Cornelis Vincent, encore à Vincent, dit Cor, fonctionnaire colonial des postes,
partira en 1890 de Southampton pour immigrer en Afrique du Sud, durant l'épopée du rail et de l'or. De retour en Europe, épuisé, il aurait souffert de dépression et finalement se serait suicidé à l'âge de 33 ans. Quant à Théodorus, comme diraient les copains, Théodorus, je vous en aurais assez parlé, n'est-ce pas? C'était un marchand négociant en art. Il sera toujours à mes côtés durant toute ma vie et me sera d'une grande utilité. Malheureusement, il ne vendra aucune de mes toiles de son vivant. Je me souviens d'une lettre que je lui ai rédigée en 1884. Se réveiller le matin et réaliser qu'on n'est pas seul, voilà qui rend le monde quand même plus agréable. Je lui ai écrit ça. Je pense que parfois, je me contredis, je réalise, car en fait, la solitude m'aurait hanté toute ma vie. Je dirais même qu'elle m'aurait un peu détruit, vous voyez. À qui la faute, me direz-vous? Je constaterais même avoir vécu de manière plutôt monacale. C'est triste, non? Pour surmonter cette solitude, ma seule et fidèle compagne, ce sera la seule. L'absinthe. La tuyonne qui en fait partie est soupçonnée à l'époque de causer des troubles neurologiques. J'avoue en avoir bu pas mal. Je suis conscient du mal qu'elle m'a apporté, je suis conscient. Et à contrario, du réconfort que j'en recevais et qui me rendait très productif. Très productif. Il semblerait que de cet abus, il m'arriverait fréquemment d'avoir des hallucinations, de la confusion d'images, du bredouillement, des rêves désastreux, des sueurs froides, des souvenirs d'amour perdu. Eh oui, d'amour perdu. Hein? Encore toi. Encore toi. Réduire, tu me dis que je dois te réduire. Je sais. J'aurais dû. Mais c'était pas le moment, car j'étais au sommet de mes créations, tu comprends? J'étais au sommet. Mais changeons de sujet. On m'a souvent parlé d'un certain Gauguin. J'essaie de me souvenir. Vous le connaissez peut-être? Je pense que ça me revient. Oui, ça me revient. Il semblerait, excusez-moi, mais je vais souvent utiliser ce verbe, il semblerait qu'il ait pas mal voyagé durant sa vie. Oui, c'est ça. Et pas mal voyagé. De ces voyages, il aurait même ramené des peintures, des sculptures, ainsi qu'un livre sur ses expériences à Tahiti. Le titre « Noa Noa ». Vous voyez, ça me revient. On découvre aussi que dans des moments de tristesse, il aurait rédigé un cahier dessiné et manuscrit en hommage à sa fille adorée, intitulé « Le cahier pour Aline ». C'était sa fille qui est morte. Il semblerait qu'il aurait eu de nombreux problèmes de santé, dysenterie, paludisme, syphilis et de fortes douleurs à la cheville. Cheville cassée et infectée à la suite d'une altercation musclée qui l'aurait laissé boiteux pour le restant de ses jours.
La médecine n'était rien à cette époque. Et donc, en dehors de l'absinthe, il se serait soigné seul avec de l'odanum, une teinture alcoolique à base d'opium. Pourtant, on dit qu'un jour, on dit plein de choses, hein, suite à de fortes douleurs, il aurait même tenté de se suicider en buvant de l'arsenic. On dit que c'était qu'une petite dose et que miraculeusement, il l'aurait vomi aussi vite. Ouais, ok. Mais ce ne sont que des on-dit. Ce ne sont que des on-dit. Toujours est-il qu'en 1903, pour surmonter la douleur de sa cheville, qui empire chaque jour jusqu'à en avoir une gangrène, il sombre entièrement dans l'alcoolisme. S'ajoute à ça la syphilis, bien sûr. Il mourra ainsi d'une crise cardiaque à l'âge de 54 ans en Polynésie française, plus exactement à Atuoma, où il sera enterré sur l'île d'Ibahoma, aux îles Marquises, sans doute d'un surdosage de ces fameuses drogues. Pour la petite histoire, bien des années plus tard, un autre artiste, à sa manière, viendra lui tenir compagnie en chantant « J'arrive! J'arrive !» Et enfin, il arrivera. C'était Jacques Brel. Mais revenons à nos moutons, comme dirait ma vieille grand-mère. Revenons à nos moutons. Un jour, j'apprends donc que Paul Gauguin, cet illustre artiste, serait de passage à Paris et qu'il devrait visiter mon frère Théo. Alors, par courrier, j'essaie de le persuader de venir passer quelques jours à Arles. Mon courrier reste sans réponse. D'après les fameux on-dit, il semblerait qu'il avait des problèmes financiers et qu'il devait subvenir à sa famille. Oui, c'est ça, je me souviens. Il avait une épouse danoise, Maître Sophie Gade, et plusieurs enfants déjà. On dit même que, bien des années plus tard, il aurait eu encore d'autres enfants avec de jeunes tahitiennes. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Bref, tout ça pour vous dire qu'à l'époque, donc, il avait un grand besoin d'aide financière et se serait rapproché de Théo. Ma mémoire étant ce qu'elle est, il semble que je serais allé à Paris pour le convaincre de se joindre à moi et que miraculeusement, il aurait accepté de venir dans la Maison Jaune, la fameuse Maison Jaune, lieu où nous aurions eu de grands échanges picturaux. Semble-t-il. Les semaines qui suivront cette cohabitation, donc, ne seront pas si simples, paraît-il. Je dirais même compliquées, parfois explosifs. Très vite, je constaterai que Paul était un personnage excentrique, égoïste, agressif, qui ne s'intéressera qu'à lui-même et très peu aux autres, c'est-à-dire moi. Même si je l'avoue volontiers, il avait de très grandes qualités artistiques. Mais tout de même, il devenait insupportable. Il y avait des limites à respecter. Vous ne trouvez pas? Il y avait des limites. Durant cette période très créative, dirais-je, il semble, je m'excuse pour la répétition, il semble que nous serions souvent empoignés pour des peccadilles et que par la suite arrivait la récréation. La récréation, c'est-à-dire durant laquelle on se réconciliait grâce à la fameuse boisson appelée la fée verte, à cause de sa couleur. Quant à l'étape suivante, nous serions sortis prendre l'air afin de rendre visite aux gentilles jeunes dames dites de compagnie. Un jour pourtant, au cours d'une énième querelle concernant l'interprétation sur la manière d'utiliser un pinceau, il semblerait que j'aurais affirmé que seule la nature devait guider le pinceau, tandis que Paul
aurait soutenu que la fantaisie devait dominer. De fil en aiguille, il s'en serait suivi une empoignade carabinée et qu'à la suite de cette altercation féroce, il aurait décidé de faire sa valise. Il semble pourtant que je l'aurais sommé de rester, mieux que je l'aurais supplié de rester. Mais sincèrement, je ne m'en souviens pas. Par contre, ce qui paraît une évidence, c'est qu'à la suite de cette altercation, dans un moment de démence, de colère, je suppose, j'aurais décidé, accompagné d'une petite rasade d'encouragement, de m'auto-mutiler en me coupant une oreille avec un rasoir pour lui prouver je ne sais quoi. Je ne sais quoi, je me le demande encore. Quoi? Vous croyez que c'est lui qui... Ah bon? Peut-être, mais je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Ce qui est sûr, il me semble, c'est qu'après 2 bons mois de cohabitation, un soir, Paul Gauguin décidera de quitter notre logement pour s'installer provisoirement dans un hôtel, le temps de prendre le premier train pour Paris et disparaître à jamais. Il s'avère donc qu'un 23 décembre 1888, à la veille de Noël, en plein hiver, désespéré, triste à mourir, ne sachant où aller, je décide de quitter la maison jaune pour aller me consoler auprès de Rachel, ma fille de joie. C'est ainsi qu'avec l'oreille emballée, le visage emmitouflé, je frappe à la porte de ma chère. Et lorsqu'elle m'ouvre, je lui offre ce joli cadeau. Surprise par cette visite impromptue et ce visage emmitouflé, elle me fait un semblant de sourire et elle ouvre le colis. Choquée, en découvrant cette partie auditive ensanglantée, elle crie « Au secours !» et elle perd connaissance. Quant à moi, je me suis enfui. Les jours qui suivront, seul dans cette maison vide, triste, épuisé, j'aurais décidé de me rendre dans un hôpital à Arles, où je serais immédiatement pris en charge. Pourtant, quelques jours plus tard, non satisfait des soins dispensés, j'aurais demandé à me faire transférer à Saint-Paul de Mausolée, à Saint-Rémy de Provence, autre centre médical où l'on me traitera en psychiatrie. La première chose, bien sûr, qu'on va m'imposer sera bien entendu d'arrêter de boire. Puis on me bourrera de médicaments anti-elliptiques au bromure de potassium, ce qui me provoquera des hallucinations. Quant aux périodes de sevrage obligatoires, elles auront pour conséquence de grandes dépressions. Plus tard, les médecins me découvriront également des troubles bipolaires. Ce sera le début de ma descente aux enfers. Mais ça ne m'empêchera pas de boire discrètement pour me remonter le moral. Discrètement. Par la suite, j'aurai tout de même droit à des sorties contrôlées, ce qui me permettra, avec l'aide financière de Théo, bien sûr, de m'acheter du matériel de peinture, des fringues et quelques boissons. C'est ainsi que je me remettrai à peindre, tout d'abord en laissant quelques souvenirs de ce visage méconnaissable et cette oreille manquante qui fera beaucoup parler d'elle. De mes sorties ponctuelles, je découvrirai un paysage envoûtant, aux couleurs étincelantes, qui m'inspireront 100 dessins et 150 tableaux, parmi lesquels les iris et le chemin de blé avec le faucheur, la nuit étoilée, des oliviers, des cyprès, peints en une seule année, semble-t-il.
Cela n'empêchera pas les médecins de me déclarer maniaco-dépressif. C'est durant cette période qu'a priori, j'aurais décidé d'écrire à ma mère, car j'avais besoin de réconfort. J'en avais un besoin urgent, urgent. J'avais besoin de lui parler, de lui raconter un tas de choses, de me faire pardonner mes absences, mes erreurs sans doute. En tous les cas, j'avais besoin de sa présence, de son soutien. Alors, j'écris. Mais malgré mes nombreux courriers, elle ne répondra jamais. Faute de mieux, je me console une fois de plus en m'adressant à mon très cher frère Théo, mon fidèle Théodorus, qui aura toute la patience et les mots réconfortants d'une mère. Voilà. Les jours passent, les semaines, puis un jour, il m'arrive un courrier. Mon frère m'annonce ses fiançailles. Il n'en faudra pas plus pour que je retombe dans la déprime, sans doute la peur qu'il m'oublie ou qu'il ne soit plus disponible pour moi. On dit que j'aurais pris le premier train pour Paris, on dit, afin de lui parler, sans doute car j'avais vraiment besoin qu'il me rassure. Arrivé sur place, nous aurions eu une longue conversation, convaincu de pouvoir compter sur lui. Donc, quelques jours plus tard, je reprends le train. Sur ses bons conseils, je décide donc de m'installer à quelques kilomètres de Paris, à Auvers-sur-Oise, petit village déjà fréquenté par Paul Cézanne et Camille Pissarro. C'est là que réside également le docteur Gachet, qui me fera profiter de ses bons soins. C'est pour ça qu'il a été installé là. C'est là aussi que je me serais remis au travail. Il semble que durant cette période, j'aurais peint tout de même 70 toiles. Courte période. J'avoue que la boisson m'aura beaucoup aidé, bien plus que d'habitude d'ailleurs. C'est là, à la suite de cette Xème ivresse, que j'aurais, paraît-il, j'aurais été interné pour un épisode de sevrage. J'ai dû perdre la mémoire, c'est sûr. En tous les cas, à ma sortie de l'hôpital, je serais retourné à l'auberge Rabout, où j'y aurais fait une tentative de suicide en me tirant une balle dans la poitrine. Mais je n'y crois pas. Non, c'est pas possible. Certains disent d'ailleurs que ce sont les frères Sécrétane qui m'auraient tiré dessus lors de mes ultimes journées de peinture en plein air. Allez savoir si c'est vrai, pourquoi. Bref, il semblerait que je sois décédé 2 jours plus tard. Mon frère étant à mes côtés, et que mes derniers mots furent « La tristesse dure toujours ». Ma courte vie n'aura duré que 37 ans, durant lesquels je me serai déplacé, délocalisé, réinstallé 23 fois, pour être précis. En 1888, j'aurais vendu en tout et pour tout une toile, La Vigne Rouge. Bien plus tard, c'est là que ça devient intéressant, bien plus tard, c'est grâce à ma belle-sœur Johanna Jesina Van Gogh, la veuve de Théo, que l'on aurait enfin reconnu mon travail. Johanna étant devenue ma protectrice des arts, c'est elle qui créa patiemment ma renommée, en gagnant peu à peu la confiance et la sympathie des marchands d'art, jusqu'en septembre 1925, date de sa mort. Après, ça a marché tout seul. Le fils unique de Théo
et Johanna héritera de cette riche collection d'environ 2000 toiles et 1100 dessins et de nombreux courriers. C'est pire que toi. Une anecdote, peut-être une des dernières. Le dimanche midi, mes parents, une anecdote du XXe siècle. Le dimanche midi, mes parents prenaient la Fiat 1300. Ma sœur et moi à l'arrière, et on allait voir notre grand-père. Arrivés sur place, mes parents déposaient un tableau chez lui et en choisissaient un nouveau dans l'armoire au trésor. Ensuite, après le café et le gâteau, on revenait à la maison avec une nouvelle toile enveloppée délicatement dans une couverture. Et après son déballage, on décrochait dans le salon et on l'accrochait. Voilà. C'était un rituel. Ah bon? Willem van Gogh était l'arrière-petit-fils de Theodorus van Gogh. Encore un Vincent, bien sûr. Ouais. Né en 1890, il sera très impliqué dans la gestion des œuvres de son oncle, ainsi que dans ses nombreux courriers. Ouais. Et ce, jusqu'en 1978. 1978, c'est notre période, date de sa mort. Aujourd'hui, d'autres descendants gèrent encore mes œuvres. Quant à moi, VVG, que vous dire de plus que vous ne sachiez déjà? C'est que j'aurais quitté cette terre sans un sou, que mon frère Théodorus m'aura rejoint 6 mois plus tard, juste à côté de lui, que chaque année, à une date anniversaire, certains héritiers viendront nous déposer des tournesols et des dahlias jaunes. Sympa, non? Ouais. Chers amis, si un jour vous passez dans les environs de Paris et avez l'intention de nous rendre visite, nous nous reposons, mon frère et moi, pour une paix éternelle à Auvers-sur-Oise, petit village du Val d'Oise, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Vous pourrez également profiter de ce déplacement pour venir visiter le splendide château d'Auvers-sur-Oise et y découvrir peut-être, sans doute, peut-être, quelques-unes de mes œuvres. En tous les cas, l'auteur que je suis, j'ai aussi une petite anecdote, toute petite. En 1950, mon père aussi descendait dans les mines de charbon en Belgique, mais pas à 700 mètres, à 1250 mètres de profondeur. Lui aussi aura connu les grisous, et heureusement, il s'en sortira, mais pas pour longtemps. Voilà, c'est fini. Oh.